À la une de l'actualité, la grève des bus Mosaïque qui est terminée, une fin qui a connu quelques rebondissements ce matin. Après signature d'un accord avec les salariés de Sotravom, ce sont ceux de la CFTU qui ont débrayé pour s'assurer des conditions de l'accord signé. Bientôt 3 mois que la fourrière n'est plus en activité, 3 mois sans véhicule pour ceux qui ont été verbalisés et réquisitionnés, 3 mois également de désorganisation pour tous ceux qui coopèrent avec la fourrière départementale. Changement d'école pour une soixantaine d'élèves du Saint-Esprit à 2 mois de la fin de l'année scolaire, des travaux urgents sur le toit ont contraint la municipalité à évacuer l'établissement. Enfin, la semaine du tourisme à l'école s'est ouverte aujourd'hui. L'occasion pour le comité martiniquais du tourisme et le rectorat de sensibiliser les jeunes à ce secteur d'activité. Et notre invité ce soir, vous le voyez, sera le docteur Lauré, avec qui nous parlerons de la semaine de la vaccination qui commence aujourd'hui. Bonsoir à tous, très heureuse de vous accompagner pour cette heure d'information. On démarre tout de suite avec une bonne nouvelle. Après quelques rebondissements, la grève sur le réseau Mosaïque est enfin terminée. Une fin qui n'avait rien de certain ce matin, alors que les grévistes de Sotravom, soutenus par la CSTM, étaient parvenus à un accord avec leur direction et la CFTU tard dans la nuit. Ce sont les chauffeurs de bus de la CFTU qui se sont mobilisés à leur tour ce matin. Des salariés qui exigeaient d'en savoir plus sur l'accord signé la veille et notamment sur l'intégration à la CFTU des 2 employés licenciés par Sotravom. Ont-ils été embauchés aux mêmes conditions que les autres salariés? Conservent-ils les avantages liés à leur ancienneté à la Sotravom? La CFTU deviendra-t-elle le refuge des salariés de sous-traitants à chaque conflit social? Autant de questions qui ont troublé les employés ce matin avant que la CFTU ne les rassure. Écoutez la responsable de communication de la CFTU, elle répond à Elodie Toto et Hélène Renaud. On a rassuré en tout cas les salariés de notre entreprise, à savoir que les conducteurs qui ont été intégrés, les conducteurs de la Sotravom intégrés au personnel CFTU seraient intégrés sans leur ancienneté de Sotravom. Cela signifie que ça ne va pas à l'encontre de l'accord de classification qui est en cours à la CFTU, et donc il y avait en effet un risque que ces salariés puissent prétendre à une rémunération supérieure aux salariés de la CFTU de par leur ancienneté à Sotravom. Or ce n'est pas le cas. La CFTU a pris cette décision exceptionnelle de reprendre ses salariés, et au cours de la réunion de ce matin avec nos représentants du personnel, nous avons entériné le fait que ce type de situation était exceptionnel et ne se reproduirait plus. Et notez donc que le trafic a repris à 13 h, tout à fait normalement, et que les personnes qui avaient pris des tickets pour le mois d'avril devraient être dédommagées en tout cas. Un conflit s'arrête, un autre perdure. Bientôt 3 mois que la fourrière départementale est bloquée. La médiation entamée il y a quelques jours n'a toujours pas donné d'issue à ce bras de fer entre une partie des salariés emmenés par la CSTM et la direction de la fourrière. Si la situation est donc difficile pour les 2 parties, elle l'est aussi pour les clients et collaborateurs de la fourrière, des propriétaires de véhicules réquisitionnés qui ne savent plus comment récupérer leurs biens et des professionnels que cette grève désorganise complètement. Le reportage d'Hélène Renaud avec Elodie Toto. Patrick en a assez. À cause de la grève, sa moto est piégée à la fourrière départementale depuis fin janvier. Depuis, il harcèle la société par téléphone pour la récupérer, en vain. Je n'ai aucune information, je ne sais même pas quoi vous dire. On est pris au piège, donc nous sommes là, on ne peut rien savoir, on n'a qu'à attendre. C'est exactement ça. Oui, c'est pas normal. Alors on est là en attente. En plus, avec la grève des bus qu'il y a eu là dernièrement, donc c'était pas facile d'aller au travail non plus. Et le patron, lui, n'entend pas, parce que moi-même aussi, je risque mon travail. Alors, donc je suis obligé de me mobiliser, de voir s'il y a d'autres personnes aussi qui peuvent se mobiliser aussi pour faire entendre. Si Patrick sait au moins où se trouve sa moto, Julien, lui, n'en a aucune idée. C'est ici qu'il l'a vue pour la dernière fois. Il y a 3 semaines, la police réquisitionne sa moto pour défaut d'assurance et de port de casque. Avec la fourrière fermée, le jeune homme ignore où son véhicule l'attend. J'ai l'impression que c'est la pagaille. Il y a quand même 2-3 semaines que je monte, je descends au poste de police de Fort-de-France pour savoir où quelle est ma moto, où qu'elle est passée. Eh bien, ce monsieur, ils n'ont aucune réponse valable à me dire. Que faire des véhicules en infraction? Direction cette société de remorquage. Depuis la grève, la police nationale et la gendarmerie réquisitionnent certaines entreprises pour prendre le relais de la fourrière. Cette société a la plus grosse capacité de stockage de l'île avec un parking de 400 places. Pour le moment, 7 véhicules en infraction attendent ici leurs propriétaires. C'est difficile puisque lorsqu'on est réquisitionné, après on a le client
qu'il faut qu'on remette la voiture. Ce n'est pas comme un dépannage simple. Il faut qu'il aille chercher une main levée, qu'il revienne et qu'on s'assure qu'il a bien la main levée pour pouvoir restituer le véhicule. D'accord, mais il vous paye comme une fourrière normale en fait? Il paye au tarif de la fourrière normale. Pour l'instant, la mairie de Fort-de-France, elle, ne fait pas appel à des dépanneurs privés pour ne pas les surcharger et renonce temporairement à des mises en fourrière, sauf en cas de force majeure. Alors nous avons mis un dispositif en place pour la ville de Fort-de-France qui consiste à lister les véhicules qui sont en stationnement gênant. Les policiers municipaux se rendent sur place, verbalisent et si vraiment on est dans un cas d'urgence, font le nécessaire pour que la personne propriétaire du véhicule vienne l'enlever. Depuis que la fourrière est fermée, est-ce que vous verbalisez moins ? Non, pas du tout. Nous verbalisons comme d'habitude et puis nous vérifions surtout que les véhicules ne soient pas présents sur la voie publique et ne mettent pas en danger la vie d'autrui. L'espoir que Patrick retrouve bientôt sa moto se profile. Les négociations entre la direction et les syndicats ont repris et sont toujours en cours. 45 minutes d'audience, c'est ce qu'a accordé François Hollande à Serge Letchimy ce matin. L'occasion de parler du sommet régional sur les changements climatiques que parrainera le président de la République en Martinique le 9 mai prochain. Le président de région en a profité pour aborder les questions de coopération caribéenne. Il a notamment évoqué son projet de loi sur la signature d'accords entre la Martinique et les États membres de l'OSCE. Serge Letchimy a également mis sur la table la problématique des réseaux de communication aux Antilles. Je vous propose d'écouter le président de région au sortir de son rendez-vous avec François Hollande. Il répond à Éric Dupuis. Comment on règle les problèmes des pays sur la question de l'accessibilité au très haut débit, comment nous réglons le problème de la connectibilité énergétique, notamment autour des énergies renouvelables. Je pense aux discussions que nous avons avec la Dominique et puis Trinidad sur le gaz, Dominique ou la géothermie. Sur la question de l'interconnectivité aérienne, on ne peut pas se déplacer correctement, la possibilité d'avoir des visas d'affaires, de consacrer l'Erasmus Caraïbes que j'appelle Céséus Caraïbes, et puis aussi tout ce qui est autour de l'audiovisuel et du transport maritime. Nous ne pouvons pas travailler sans ça. La dernière chose, c'est une très grande initiative sur la coopération, puisque je travaille depuis plusieurs mois sur ce qu'on appelle une proposition de loi sur la diplomatie territoriale pour permettre de pouvoir signer des accords directement, bien sûr en passant par le respect des étapes constitutionnelles de la coopération qui est le pouvoir régalien de l'État, pouvoir signer directement des accords avec les États qui sont à proximité de nous-mêmes. Le chiffre du jour, 45%, c'est ce que représente l'octroi de mer dans les revenus des mairies en Martinique. Si la taxe permet de protéger les industries locales, elle rapporte aussi beaucoup donc aux collectivités. Reste que tous les 10 ans, elle est remise en question, notamment parce qu'elle serait l'une des causes de la cherté de la vie dans notre région. L'octroi de mer, on en parle ce soir dans Pays Moi Jeudi avec Sabrina Doré à 20h. Voilà ce qui vous attend. Depuis 1908, l'usine d'Enel produit des jus de fruits pays et des confitures dans la commune du Gros-Morne. Aujourd'hui, les produits de la marque Royal sont issus à 80% de fruits locaux. L'usine évolue dans un environnement contraignant par rapport aux concurrents européens qui travaillent à des échelles beaucoup plus importantes. Pour eux, l'octroi de mer est donc fondamental pour préserver la production locale. Grâce à cet impôt, Denel a pu mettre en place dernièrement un projet avec une grande entreprise européenne qui a choisi de travailler avec l'entreprise locale plutôt que d'importer de la matière première depuis l'Hexagone. Voilà, Pays Moi Jeudi, c'est donc à 20h avec Sabrina Doré. Une semaine pour faire du tourisme l'une des vraies préoccupations des jeunes Martiniquais. C'est le défi que lance depuis 4 ans le rectorat et le comité martiniquais du tourisme. Ce matin, le lycée Montgérald du Marin donnait donc le la pour ce premier jour de semaine du tourisme à l'école avec des ateliers valorisation du patrimoine local notamment. Guy Raphaël René. Pêche, agriculture et bien d'autres aspects de la tradition martiniquaise ont été valorisés par ces élèves du lycée Montgérald qui en quelque sorte ont voulu recréer une vitrine du patrimoine local. L'intérêt pour nous c'est de représenter notre Martinique par plusieurs langages. Nous on a choisi la canne à sucre parce qu'avant c'était le produit premier de la Martinique. Économiquement. Ça nous a permis en fait de mieux maîtriser en fait notre patrimoine, notre culture. Des élèves qui grâce à cette manifestation ont pris conscience du rôle qu'ils peuvent jouer dans la promotion de la Martinique et dans le développement du tourisme. Nous connaissons nos richesses mieux que les touristes, donc nous pouvons leur apprendre davantage sur notre pays. Ça m'arrive lorsqu'il y a des touristes qui viennent en Martinique, je leur propose certains sites patrimoniaux pour pouvoir aller visiter puisque c'est ça le but en fait de faire découvrir notre Martinique. Des tenues d'antan qui vont certainement vous rappeler des souvenirs pour ceux qui sont un petit peu plus âgés.
Si cette opération est un point de départ, à terme, le comité martiniquais du tourisme souhaiterait intégrer l'éducation touristique dans l'enseignement général, au même titre que l'éducation civique. Pour le moment, nous n'arrivons pas encore à le faire, donc il fallait au moins qu'il y ait cet événement qui ne dure certes qu'une semaine, mais nous voyons qu'il y a tellement de jeunes, tellement d'enseignants qui s'y impliquent que forcément ça va finir par déborder. Tous ces jeunes ont démontré aujourd'hui de façon remarquable que nous n'avons pas de problème d'accueil à la Martinique. La population martiniquaise est chaleureuse et les jeunes ont compris les enjeux du développement du tourisme. Une opération qui ne fait que commencer puisque dans les jours qui viennent, elle se déclinera en une série de manifestations diverses prévues avec d'autres établissements scolaires. Voilà, une belle manifestation au lycée du Marin. D'un établissement à l'autre, à Rivière-Salée, c'est le lycée Joseph Zobel qui était sous les feux des projecteurs. Pour marquer le centenaire de la naissance de l'écrivain, une plaque commémorative a été dévoilée au lycée Torail qui porte son nom, Joseph Zobel. Le point de départ d'une semaine de manifestation consacrée à un homme à la fois écrivain, potier et ikébανiste. Écoutez le conseiller principal d'éducation du lycée Joseph Zobel, donc il répond à Louis Sabas. Cette semaine va s'articuler autour d'un certain nombre de visites d'exposition, projections de films et surtout des conférences avec des personnes venant de l'extérieur ou des professeurs à nous. Et nous allons terminer le vendredi avec un spectacle pluridisciplinaire produit par nos élèves avec l'aide d'un certain nombre de professeurs. Nous allons terminer ça ce jour-là avec toute la communauté scolaire est invitée à s'habiller en tenue traditionnelle et donc on va terminer tout ça avec un beau défilé en tenue traditionnelle, avec surtout de la musique produite par nos propres élèves ou par nos propres collègues. Voilà. On nous parle de vaccin depuis la naissance et jusqu'à l'âge le plus avancé possible. Le vaccin est à l'honneur cette semaine. Jusqu'à vendredi, de nombreuses actions de sensibilisation seront mises en place par l'Agence régionale de santé, notamment pour rappeler l'importance de ces piqûres. On en parle avec notre invitée, Dr Fabienne Lauré. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, de la coqueluche, la varicelle, la rubéole pour les tout petits, à la grippe pour les plus âgés, sans compter les rappels, on est confronté au vaccin finalement à tous les âges, c'est ce que je disais. Pourquoi est-ce qu'il est important que les vaccins rythment notre vie à ce point-là ? Alors c'est important parce qu'en fait, déjà à la naissance, en fait, le bébé n'a pas encore tout son système immunitaire au complet. Donc en fait, on fait des vaccins pour qu'il puisse commencer à lutter et à reconnaître en fait les maladies. Et en fait, les rappels, ce sont des injections que l'on fait pour que notre organisme se rappelle en fait de la maladie qui a été injectée alors qu'elle n'était pas efficace, pour pouvoir stimuler les défenses immunitaires et défendre l'organisme si on devait rencontrer la maladie dans l'air ambiant, enfin dans notre environnement, dans la vie quotidienne. Et ça fonctionne aussi quand on est une personne âgée, du coup nos défenses Absolument. immunitaires Le fait sont plus de faire faibles. un rappel à 65 ans pour le tétanos, c'est pour raviver notre immunité contre cette maladie-là. Alors nous avons été demandé aux Martiniquais aujourd'hui s'ils étaient assidus en matière de vaccination. Je vous propose d'écouter ce qu'ils ont répondu à Guy Raphaël René. Je pense que c'est une bonne chose pour certaines personnes, mais bon, après, pour moi, la vaccination, non, je ne veux pas. Vous êtes à jour de vos vaccins, vous ? Oui, tout à jour. Ouais. Pour moi, ça semble être un cercle vicieux, dans le sens où on vaccine les enfants petits, mais est-ce que c'est bon de les rendre dépendants finalement au système de la vaccination ? Est-ce que c'est pas bon de laisser le corps se débrouiller tout seul ? Il faut être vacciné pour éviter les maladies, tout ça, au moins avoir une garantie, quoi, quelque chose. Pour moi, je trouve que c'est très important. Voilà. Vacciner, c'est un bon bail. En même temps, c'est un bon bail, mais vous savez comment moi-même, on peut vacciner. Parce que moi-même, je suis là où je suis nous venir pour un vaccin contre les maladies, la fièvre jaune, puis là, on est Guyane. Pourquoi ça tient pas boire tout partout? Alors, écoutez, pourquoi un vaccin? Depuis que je parle des vaccins, moi, je vais chercher un moyen de sérieux pour moi. De nos jours, je pense que la vaccination est très importante. Pourquoi? Parce que ça évite à certains de contacter des maladies trop facilement. Moi, je voudrais savoir si il est envisagé ou si ça existe déjà un vaccin contre les maladies peut-être qu'on peut trouver ici, comme la dengue ou le chikungunya, qui sont assez récents et qui sont toujours présents dans l'île à certains moments. Alors voilà, la question est posée, j'allais vous la poser, ça tombe bien. Pourquoi certaines maladies n'ont toujours pas de vaccin, la dengue, le chikungunya par exemple ?
Alors, les travaux pour trouver un vaccin durent longtemps. Par exemple, le vaccin pour la dengue, ça fait 20 ans que les laboratoires y travaillent. Et bonne nouvelle, il semblerait que nous ayons le vaccin à disposition d'ici la fin de l'année. Donc, au cours du deuxième semestre, toutes les phases de recherche ont été validées. Il ne sera pas valable pour le chikungunya, par exemple? Non, parce qu'en fait, le chikungunya, c'est un certain virus, la dengue, c'en est un autre, et chaque vaccin est vraiment adapté à la maladie pour laquelle il est prévu. Alors, il y avait une autre remarque dans ce micro-trottoir réalisé par Guy Raphaël René. Certains vaccins, pour certaines personnes, sont inefficaces, ou alors il y a certaines personnes qui optent pour la non-vaccination, qui prônent un retour au naturel sans passer par tout ce qui est médical. Qu'est-ce que vous répondez, vous, à ceux qui doutent de l'efficacité de ces piqûres? Alors, un vaccin est efficace s'il y a les rappels dont je parlais tout à l'heure. Par exemple, pour le ROR, rougeole, oreillon, rubéole, on a estimé que 10% de la population n'est pas protégée par une seule dose de ce vaccin. Le fait de faire un deuxième rappel, on a 90% de ces personnes qui n'étaient pas répondantes qui deviennent répondantes et qui seront protégées avec ce vaccin. Donc les rappels ont vraiment une importance pour éviter de faire circuler le virus. Et il faut bien être conscient que quand on fait un vaccin, on se protège soi-même, mais on protège aussi notre environnement. Si vous avez un bébé dans votre environnement, en fait aujourd'hui on sait que 2/3 des coqueluches chez le bébé qui n'est pas encore protégé par son vaccin, parce qu'il faut qu'il fabrique ses anticorps, est contaminé dans 2/3 des cas par ses parents, les grands-parents, et dans 1/3 des cas par ses frères et sœurs. Donc c'est important que les parents, les grands-parents et la fratrie, quand il y a un bébé dans la maison, soient protégés contre la rougeole oreillon, j'étais en train de parler de la coqueluche, et pour éviter justement la transmission des maladies aux personnes qui sont encore fragiles ou qui n'ont pas la possibilité de fabriquer des anticorps. Par exemple, des personnes immunodéprimées ne peuvent pas fabriquer leurs anticorps, et donc si l'environnement est protégé, le virus ne sera pas transmis à cette personne. Alors, les vaccins, c'est bien, ça fait mal quand on le fait, souvent. Et ça peut aussi avoir des effets indésirables par la suite. Quels peuvent être ces effets indésirables? Alors, le plus souvent, l'effet indésirable, c'est effectivement la petite douleur, la rougeur, un petit peu de fièvre qui dure 2 jours. Pour certains vaccins atténués, on peut avoir une éruption cutanée, voilà. Ensuite, effectivement, certains vaccins peuvent avoir des effets secondaires. Donc ça, c'est sous très haute surveillance, c'est-à-dire que chaque fois qu'un médecin constate des effets secondaires, il les signale. Et donc on les répertorie et on fait des études. Et ces études ne sont pas que en France, mais elles sont aussi au niveau international. Et c'est ainsi qu'on peut ou pas infirmer des problématiques. Par exemple, la rougeole a été incriminée pour l'autisme. Or, si on fait des études scientifiques bien balisées, non, il n'y a pas de lien de cause à effet entre la vaccination et cette maladie. Donc, c'est sous haute surveillance. Et en tout cas, les effets secondaires liés au vaccin sont plus de 1000 fois inférieurs à ce que donnerait la maladie elle-même. Je reprends toujours la rougeole, elle peut donner des encéphalites. C'est 1 cas pour 1000 enfants qui a contracté la maladie. Pour un enfant qui a été vacciné, on a un risque pour 1 million d'enfants vaccinés. Donc on a un écart de 1 pour 1000. Et donc cet enjeu-là, il faut le connaître. Aujourd'hui, on bénéficie d'une protection par les gens qui ont été vaccinés. Mais si on diminue la couverture vaccinale, c'est-à-dire la part de la population qui est vaccinée pour la maladie, cette maladie peut se remettre à circuler et on peut avoir à nouveau des épidémies qui peuvent entraîner des décès. Avec le vaccin contre la rougeole, il n'y a jamais de décès lié au vaccin, alors qu'on peut avoir 1 cas pour 1000 avec la maladie. Là, au moins, c'est clair. Dernière question pratico-pratique. Les vaccins dépendent beaucoup des carnets de santé. Qu'est-ce qu'on fait si le carnet n'est pas à jour? Est-ce qu'il faut refaire le vaccin si on ne sait pas s'il a été fait? Alors, on a un calendrier vaccinal qui a été simplifié depuis 2013. Donc maintenant, on est à certains âges, à 25 ans, à 45 ans, à 65 ans. Voilà. Donc le médecin, en fonction de l'âge de la personne, fait les rappels nécessaires pour rattraper la vaccination, ce qu'on appelle le rattrapage. Avec ou sans carnet. Mais on ne recommence pas tout à zéro comme on faisait quand nous étions petits, il y a 50 ans. Quoi. Merci beaucoup, Fabienne Lauré, d'avoir été avec nous ce soir. Je rappelle donc pour consulter le planning des actions, parce qu'il y a plein de choses qui seront faites dans cette semaine, pour consulter le planning des actions de cette semaine de la vaccination, rendez-vous sur le site de l'ARS, www.ars, voilà, il s'affiche, .martinique.santé.fr.
Point final. Merci beaucoup. Restez avec nous sur ATV. Dans un instant, on ira au Saint-Esprit suivre le déménagement de l'école de Vala. Une soixantaine d'élèves est déplacée pour un mois au bourg le temps des travaux. Et puis Berbornil nous emmènera ensuite au Gros Morne à la rencontre de Sonia qui fabrique des poupées depuis une quinzaine d'années déjà. Mais d'abord, parlons culture avec le Festival des Révoltés de l'Histoire qui continue. Demain, il sera à Sainte-Luce pour une soirée consacrée au footballeur Lilian Thuram. Dès 19h, le rendez-vous est donné à la salle d'honneur de la mairie pour la projection du film documentaire Lilian Thuram Intime, un film signé Thierry de Mazières dont voici un extrait. Voilà, Lilian Thuram Intime qui sera d'ailleurs accompagné en première partie musicale par le trio Edmé Jacquat, Marc Serraline et Daniel Dantin, entrée libre et gratuite. Passons maintenant au sport. Ce week-end a été marqué par les quarts de finale des play-offs en basket et les demi-finales de play-offs en volleyball. On connaît donc les finalistes, le rayon et l'espoir chez les femmes et le rayon et l'éveil chez les hommes. Pour ce qui est du handball et du football, les championnats ont continué de vendredi à dimanche. Retour sur un week-end sportif intense avec Caril Chassol, Guillaume Bacoul et Michelet François. En volleyball, pas de surprise à l'issue des demi-finales retour des playoffs. Comme l'an dernier, on aura droit chez les femmes à un rayon espoir. Les deux formations ont validé leur ticket pour la finale en disposant respectivement de l'éveil et du good luck. Chez les hommes également, on aura droit à la même finale que l'an dernier. Elle opposera le rayon à l'éveil, des équipes qui ont écarté l'espoir et le good luck. Début des finales, vendredi. Playoff toujours, mais en basket cette fois, on jouait ce week-end les quarts de finale. Chez les femmes, si l'éclair, le Golden Lion et les Black Stars sont qualifiés pour les demi, la belle entre la Gauloise et le CS Vauclinois a lieu ce soir. Chez les hommes également, il reste à connaître le nom du 4e qualifié pour le dernier carré, une dernière place que se disputeront l'Intrépide et le Golden Lion demain. Pour le reste, l'USAC, le Golden Star et le SC Lamantinois sont en demi-finale des playoffs. En handball, la 17e et avant-dernière journée du championnat de pré-national a vu chez les femmes le réveil sportif connaître sa deuxième défaite de la saison. Les Gros Mornaises, battues par l'USC Citron, voient les Essis Mornaises, vainqueurs de l'Étoile de Gondo, prendre la tête du classement. Au général, elles devancent également l'USC Citron et l'Arsenal. Ces quatre formations disputeront la poule des As. Chez les hommes, pas de surprise, les ténors se sont imposés. L'Étoile de Gondo, Sainte-Anne-Cap 110, l'ASC Ducos et l'UJ Redoute sont eux aussi assurés de disputer les demi-finales de la poule des As. En football, la 21e journée du championnat de DH a été marquée par le nul 1-1 dans le Classico entre le Racing et le club franciscain. Un faux pas franciscain ajouté à la victoire du Golden Lion 4-3 aux dépens du Golden Star, qui permet aux Joséphins de reprendre leurs 11 points d'avance sur leur principal rival. À noter les contre-performances du club colonial et de l'Aiglon. Au classement donc, derrière le Golden Lion et le club franciscain, on retrouve le club colonial. La lutte, elle, fait rage entre l'Aiglon et le RC Rivière-Pilote pour la 4e place. Chez les femmes, le championnat a cédé la place au quart de finale de la Coupe de Martinique. Les qualifiés pour les demi sont le RC Saint-Joseph, l'US Robert, le RC Rivière-Pilote et l'Émulation. Et toujours au sport, notez qu'hier, la Martiniquaise Jennifer Beauregard, dont nous vous parlions la semaine dernière, a couru le championnat de France d'athlétisme à Aix-les-Bains. 10 km de course qu'elle a bouclé en 38 minutes et 24 secondes contre 40 minutes 32 l'an dernier en Martinique. Sur les 570 participantes, elle termine 51e, une belle performance qui méritait d'être soulignée. C'est l'heure de notre coup d'œil quotidien sur vos quartiers. Tout de suite, le JT des communes.
Le JT des communes qui commence au Saint-Esprit où, je vous le disais tout à l'heure, l'école primaire de Valas déménage. Pendant un mois, la soixantaine d'écoliers de l'établissement et la quinzaine de personnels qui les accompagnent seront logés dans l'école du bourg en cause des fissures dans le toit des bâtiments qui forcent la municipalité à entreprendre des travaux d'urgence et donc à évacuer les élèves. Le reportage de Louis Sabas. Ce cadenas condamne l'accès aux classes du second étage et au toit pour des raisons de sécurité. Une expertise menée à l'école Raymond Labat de Valatte révélerait de grandes fissures et un affaissement au niveau du plafond. Entre risque d'éboulement et présence éventuelle d'amiante dans la toiture, élèves, personnels et matériels sont déménagés le temps des travaux. Les travaux sont prévus pour durer un mois. Nous sommes actuellement en train de déménager l'école où les enfants seront accueillis à l'école mixte B du Bourg pour qu'ils retrouvent justement des conditions d'accueil et d'apprentissage comme ils le connaissent ici. En attendant leur déménagement, les élèves sont chez eux depuis mardi. En tout, 3 classes, soit une soixantaine d'écoliers et une quinzaine d'agents et de professeurs se préparent à migrer vers l'école mixte B du Bourg du Saint-Esprit. Une arrivée semble-t-il préparée qui ne devrait pas poser de problème de logistique. C'est l'école justement qui a la possibilité de les accueillir. Il y a des salles libres, donc on s'est organisé en fonction de la possibilité d'accueil. La ville a mis à disposition un bus pour acheminer les enfants qui sont dans cette école vers l'autre école. Donc à ce moment-là, le personnel devra s'y accommoder également. La rentrée est prévue pour jeudi, mais les agents de cette école semblent inquiets quant à leurs nouvelles affectations. Comme les écoliers, ils resteront un mois à l'école du Bourg, retour prévu à Valatte au début du mois de juin. Attention aux coupures d'eau demain de 8h à 15h. Le lotissement Longpré au Lamentin sera privé d'alimentation. À noter également que la coupure qui touche aujourd'hui la rue de la formation professionnelle à Renéville à Fort-de-France va entraîner des perturbations encore demain jusqu'à midi. Audici assure qu'elle est due à une casse causée par une entreprise extérieure. Les réparations sont en cours. Un œil comme tous les jours sur la carte de l'EFS. Demain, le camion de l'établissement français du sang sera stationné sur le parking de la société Fizère, quartier Bochet, au Lamentin, de 9h à 14h. Vous pouvez également vous rendre à la Maison du Thon, à la Ménard, de 9h à 16h. On termine avec un savoir-faire qui nous ramènera dans l'enfance. Au Gros Morne, Sonia travaille avec les tout-petits et depuis 15 ans, elle fabrique aussi des poupées. Un ouvrage qui remporte un franc succès, comme l'ont constaté Hubert Bornil et Michelet François. Une mise au vert après les fêtes pascales, quoi de mieux que la forêt en compagnie des jeunes en camp de vacances. Et justement à cette occasion on a pu rencontrer une jeune femme qui réalise des poupées en papier et en carton. Ça vaut vraiment le détour, regardez. De ses mains habiles, Sonia donne naissance à des personnages de rêve. Danseuses, marchandes ou même mariées, des poupées en carton et papier, mais ô combien pleine de grâce. Je travaille pour les gens pour le mariage, pour des gens qui viennent ici pour la Bretagne et puis Belgique, que je travaille pour eux. Et puis un Cubain que je travaille avec lui. Il vient acheter dans mes mains ici et puis il repart avec là-bas. Sonia n'est pas une grande bavarde, loin de là. Face caméra, elle nous livre tout juste quelques éléments sur son art. Un jour, quand j'ai rêvé un bateau, et à ce moment-là, j'ai utilisé de faire une paille avec le fond sentier, j'ai réussi. En tout cas, la jeune femme semble éprouver un grand respect pour ces sujets qu'elle réalise souvent dans le calme, loin des regards. Alors, cette intimité se retrouve à travers certaines expressions de ses poupées. Voilà pour le travail de Sonia, il vous suffit de demander tout près de la mairie Sonia, on vous expliquera où elle habite. Et quant à moi, j'ai retrouvé la charmante Elena, elle est déjà toute prête pour une sortie.
Voilà comment Hubert Bornil s'est trouvé une copine. On termine avec l'image du jour. C'est cette papaye énorme de 6,3 kg qui a été retrouvée donc chez Madame Calvérac à Saint-Joseph et qui nous a donc envoyé cette photo assez impressionnante. C'est la fin de votre édition locale et communale. Merci à tous de l'avoir suivi. Ne bougez pas, dans un instant, on reste tout près de vous avec Anche Pays. À tout de suite.